Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire PEDT sur l'animation du PEDT. Hop. Alors, comme d'habitude, ce webinaire est organisé par le groupe d'appui départemental 06. Autour de la table aujourd'hui, nous avons Vanessa Antourelle-Siegel, chargée de mission aux politiques éducatives territoriales du DSDEN 06, et Arnaud Forêt, référent politique éducative territoriale SDGES 06. Et moi-même, Vaillant Grieco, directeur départemental des Francais des Alpes-Maritimes. Nous excusons Pascal Famelard et Barbara Bignon qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous accompagnent par le cœur. Hop. Alors. Alors, le programme d'aujourd'hui concernant l'animation du PEDT, on va commencer par un contexte général, de quoi parle-t-on? Ensuite, nous allons parler des différents acteurs, différents niveaux et différents rôles, les instances du PEDT, la structuration et gouvernance, les freins à la participation, un témoignage de la municipalité de Valbonne avec une démarche d'animation un peu spécifique, la gouvernance décentralisée, et enfin nous allons voir les différents outils pour animer votre PEDT et nous finirons par les actualités du groupe d'appui départemental et des PEDT. Je vous rappelle le fonctionnement. Merci d'éteindre vos micros, sauf si, sur les temps de participation. Si vous voulez poser des questions, pendant que les intervenants parlent, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas, à échanger avec nous lors des temps où nous vous donnerons la parole. Oui. Je me permets de rajouter que sur ce webinaire, l'objectif, on est face à je vais juste attirer votre attention sur les micros qui peuvent être ouverts. Faites attention aux micros qui sont encore ouverts. Euh, L'objectif de ce webinaire, il s'adresse à tout le monde. On n'est pas simplement sur un webinaire qui parle aux référents PEDT ou à un directeur de service. Il a vocation à s'adresser aussi à un animateur périscolaire et à toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans un PEDT de près ou de loin. Donc c'est pour ça que l'objectif n'est pas de parler simplement de gouvernance ou de comitologie, mais véritablement de comment on fait vivre un PEDT chaque jour au quotidien, quel que soit notre rôle, tant pour un coordo PEDT que pour un responsable d'accueil périscolaire ou un animateur, parce qu'on connaît bien cet enjeu qu'on a entendu, qu'on a vu à de nombreuses reprises sur qu'est-ce que c'est qu'un PEDT et comment le faire vivre au quotidien. Alors, hop là. Les, voilà, les objectifs de ce webinaire sur comprendre les fondements et les enjeux de l'animation du PEDT, s'approprier les leviers et méthodes pour renforcer la participation et découvrir et mobiliser les outils pratiques pour animer la dynamique PEDT. On va commencer par un nuage de mots, donc par rapport à cette question. Dans votre rôle, quelles difficultés rencontrez-vous pour faire vivre le PEDT? Et vous allez avoir un nuage de mots qui apparaîtra rapidement dans le chat. Hop, tac, si j'arrive à le lancer, bien sûr. Voilà, la Hop, question, c'est vraiment, quelle que soit votre fonction dans la collectivité, dans l'organisation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que c'est que pour vous un PEDT, qu'est-ce que c'est aussi pour vous que le transmettre aux différentes personnes avec lesquelles vous êtes autour dans votre pratique quotidienne. voilà, vous pouvez mettre une phrase, vous pouvez mettre un mot, voilà, c'est vous qui voyez. Normalement, vous avez une petite fenêtre qui est apparue.
On a coordination, école, moyens humains. Nous avons essayé de répondre à un maximum de questions, sachant que les moyens humains, malheureusement, ne peuvent pas facilement les solliciter en plus. L'agenda, tout à fait, qui revient aussi souvent. L'enjeu du portage politique qui semble être un sujet difficile également. Ça, c'est un véritable enjeu, hein, puisqu'on ne cessera jamais de répéter que le PEDT est un objet politique aussi. Euh, la coordination, qui est un aspect central, manifestement. On essayera d'y répondre au mieux. En 1 heure et demie, c'est un peu sourd, mais on va essayer en tout cas d'y donner des réponses. La compréhension, alors ça, c'est un sujet que nous avons prévu d'aborder dans le détail. On a des réponses aussi dans le chat. Coordination et temps, divergence de vision. On va essayer de revenir aussi sur les différents rôles de chacun. Mm. Donc, peut-être pouvoir répondre à la divergence de vision. Gouvernance, les jeunes animateurs. Alors ça, justement, ça fait partie des sujets que nous avons prévu de voir, de traiter, évidemment. Appropriation, c'est exactement ça aussi. Ok. 4 réponses sur 30. Est-ce qu'on a d'autres réponses? 25. La vision. Ok. On a sur un vrai enjeu d'interprétation de ce que chacun met derrière un PEDT, si je comprends bien. Donner de l'intérêt pour les partenaires. Mhm. Et, et on est pas mal, normalement, on a quasiment toutes les réponses. Très bien. Bon, on voit qu'on n'est pas totalement tombé à côté dans la préparation de ce webinaire, parce que ça correspond aux thématiques qu'on va aborder. Hop. Et du coup, tac. On va commencer par quelque chose de simple, vous avez l'habitude, mais c'est la définition de animer. Donner vie, inciter au mouvement, pousser, entraîner quelqu'un à quelque chose, mettre en scène aussi. Donc on est vraiment sur toutes les facettes qu'on attend de l'animation d'un PEDT, puisqu'on part d'un objet qui est un document. L'idée, c'est aussi à la fois de poser les choses, d'articuler, mais aussi de forcer à bouger certaines lignes de temps en temps. Entraîner aussi les équipes, les différents acteurs vers un objectif commun. Et alors la mise en scène, on va être plutôt sur les temps de réunion, où on le verra tout à l'heure sur les freins à la réunion, mais on a vraiment une idée aussi de mise en scène, de travail sur les espaces, afin de pouvoir proposer une participation active des différents acteurs en fonction de ce qu'on veut récolter. Je, je rajouterais que derrière cette définition, il y a un enjeu qu'on entend beaucoup aussi, que ce soit dans les différentes rencontres qu'on peut avoir, dans les différentes discussions qu'on a avec les coordos, les directeurs, les animateurs, mais c'est la question du sens. Le sens qu'on met derrière cet objet un peu abscon, un peu flou qu'est le PEDT. L'enjeu, c'est que ce ne soit pas simplement un document administratif de 50 pages qu'on n'arrive pas à s'approprier pleinement, mais c'est véritablement comment, quand on l'anime, quand on lui donne vie, on va mettre du sens à chacun des objectifs qu'on s'est fixés pour 3 ans, pour toutes les personnes qui sont là. Donc, moi, j'insiste beaucoup aussi sur cette question du sens
qui est un aspect primordial de la vie de l'animation et qui aujourd'hui pose un véritable enjeu sur tous les temps qui nous concerne. Alors, on vous propose une petite vidéo que certains ont peut-être déjà vue lors de la rencontre des coordinateurs PEDT sur la communication. Ah, il n'y a pas de son. Alors, je coupe juste. Apparemment, il y en a qui n'ont pas de son. C'est le cas de tout le monde ou... Non, pas de son. Ah bah, Ah, c'est dommage. eh ben, alors, attendez. Trouver. Ah, sélection. Sur la technique, on est toujours fantastique. Alors, pourquoi pas de son? Hop, on va faire ça. Tac. Est-ce que là, vous avez du son? Vous avez du son ou toujours pas? Non, toujours pas. Bon. Oui, mais là, c'est pas le son, il est sur cet ordi-là, en fait. C'est pas sur celui-là. Euh, alors, on va... Bon, on va pas aller plus loin là-dessus. De toute façon, la vidéo sera disponible dans le compte rendu. Ce qui est intéressant à travers cette vidéo, c'est que quand on pose la question à n'importe qui de qu'est-ce qu'est un PEDT, la réponse est globalement, c'est quoi ce truc? Et pourtant, c'est censé embarquer tout un ensemble de personnes. Ça concerne les familles, ça concerne les enfants, ça concerne les animateurs, les enseignants, ça concerne tous les services collectifs. Et donc, l'enjeu de ce webinaire et de tout le travail qu'on mène entre le GAD, le Franca, c'est de faire en sorte que cet objet soit compris, peut-être pas forcément dans le détail, mais en tout cas les principaux enjeux par tout le monde. Normalement, c'est bon, il y a dehors le son. Ah, Tiens, j'ai trouvé où était mon erreur. Hop. Tac. On va faire ça. Tac. On va remettre la vidéo. Une main qui se lève. Madame Spedia. Si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Hop. Et normalement, là, vous devriez avoir le son. C'est quoi le PEDT? C'est bon, vous avez le son? Le PEDT? PED. Protocole économique, j'en sais rien. Enfant, par enfant. C'est pas par rapport au travail? J'en ai aucune idée, moi. Au secours, aidez-moi. Le PEDT, c'est le projet éducatif de territoire, de notre territoire. Et ça sert à quoi le PEDT? Il permet à l'ensemble des acteurs de coordonner les actions au bénéfice des jeunes et des enfants. Pour les 5 communes du Vierzois, il s'agit de les mettre en œuvre d'une manière cohérente. Le saviez-vous? Un premier projet éducatif de territoire, 2014-2017, a été écrit à l'occasion de la mise en place des temps d'animation périscolaire. Un nouveau décret sur les rythmes scolaires paraît en juin 2017, annonçant un retour à la semaine de 4 jours d'école ou un maintien à 4 jours et demi à titre dérogatoire. Après consultation, échange, débat, les communes se positionnent pour un retour à la semaine de 4 jours sur tout le territoire. Élus, parents, associations, acteurs se mettent autour de la table avec le centre socio-culturel Le Coin de la Rue pour écrire ensemble le nouveau PEDT. Les nouvelles intentions éducatives sont redéfinies pour aujourd'hui et demain avec une volonté d'élargir le projet à la jeunesse. Ah, je comprends mieux.
Mais c'est quoi les intentions éducatives? Accompagner chaque enfant et chaque jeune dans le respect de son rythme et de ses besoins. Favoriser l'expérimentation, la découverte et la curiosité. Agir pour l'égalité des chances. Permettre aux enfants et aux jeunes de s'ouvrir aux autres et à leur culture. Transmettre des valeurs citoyennes telles que le respect, la solidarité et la tolérance. Reconnaître et accompagner les adultes encadrants dans leurs fonctions éducatives. Accompagner les jeunes à être acteurs et à faire leurs propres choix. S'engager dans le PEDT, c'est transformer ses intentions éducatives en actions concrètes sur le territoire, pour aujourd'hui et pour demain. Agir pour le bien-être et l'épanouissement de chaque enfant et de chaque jeune du territoire. Se retrouver entre acteurs pour faciliter les échanges et créer du lien. S'approprier le PEDT pour faire naître de nouvelles idées. Action! Au diaporama. Donc voilà cette vidéo de présentation de ce qu'est un PEDT à destination principalement du public, des familles et aussi des différents acteurs. Oui, alors l'enjeu quand on parle d'animation du PEDT et surtout l'enjeu qu'il y a autour de cette thématique aujourd'hui, c'est véritablement que tout le monde est impliqué dans la vie de ce PEDT. C'est différents acteurs, différentes échelles et chacun avec des rôles particuliers. Il y a effectivement le niveau politique, les élus d'un territoire donné qui donnent l'impulsion et qui vont chercher à mobiliser l'ensemble des services qui peuvent être impliqués et que ce soit d'une part en premier lieu les services d'éducation en enfance, mais aussi les services techniques, les services de santé et tous les différents services d'une commune. C'est aussi à l'échelle d'un coordinateur PEDT qui est un peu le chef d'orchestre de ce projet de territoire, qui le fait vivre, qui l'évalue, qui l'organise, qui participe aux réunions et à l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler dans un langage un peu barbare la comitologie. C'est véritablement lui la cheville ouvrière du PEDT. Avec effectivement, comme on l'a vu dans le nuage de mots, les difficultés en termes de facilité de coordination, de maîtrise des agendas, de parties qui sont très différentes et avec des besoins qui sont pas les mêmes. D'autres rôles, c'est les directeurs. Alors, on n'a pas précisé ni directeur ACM ni directeur d'école, mais ce sont effectivement les deux qui sont impliqués dans ce PEDT. L'enjeu, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent auprès de ces directeurs s'approprie les objectifs et aussi le fonctionnement de ce PEDT, parce qu'un PEDT, c'est pas simplement des objectifs éducatifs, mais c'est tout un fonctionnement qu'il y a autour du rythme de l'enfant et qui doit être travaillé en commun. Et enfin aussi, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est faire en sorte que les équipes d'animation s'approprient le PEDT, puisque ce sont à elles qu'on va demander de faire vivre les objectifs purement éducatifs auprès des familles afin qu'ils puissent s'en rendre compte, auprès des enfants afin qu'ils puissent s'en rendre compte auprès des familles. Et c'est là véritablement un enjeu central du PEDT. Alors, par rapport à l'animation, on parle aussi de participation, finalement, des différents acteurs, des différents publics. Du coup, avant de partir sur l'animation telle quelle, on voulait vous parler aussi des freins à la participation
Vous en avez cité plusieurs dans le nuage de mots. On a des freins qui peuvent être personnels, collectifs ou structurels. Dans les freins personnels, on a le frein qui est ne pas connaître les éléments de langage et les acronymes. On est un peu aussi les spécialistes dans nos milieux professionnels de ces acronymes et de ce vocabulaire technique qui peut être un frein notamment pour les personnes qui n'ont pas évolué dans cet environnement, les parents, les intervenants associatifs autres qui sont sur d'autres thématiques. On a aussi l'utilisation, donc on revient sur l'utilisation trop fréquente d'acronymes sans les expliquer. Ou alors on les explique des fois à une première réunion, mais on a un public qui est assez mouvant d'une réunion à l'autre, et donc du coup, des fois, on perd un peu le fil du sens pour certaines personnes. Donc attention à ça, mais avec les parents, mais pas que. On a aussi avec des jeunes animateurs où des fois on perd vraiment on perd le fil et on les perd au fur et à mesure parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est un copil, ce qu'est le langage aussi propre à l'éducation nationale, le langage propre aux municipalités. Voilà, on a une perte des fois de sens et une perte aussi de compréhension. Un langage trop technocratique aussi des fois. Bon, l'exemple, c'est de dire gouvernance partenariale et articulation des instances, au lieu de dire comment on s'organise et qui participe finalement. Voilà. Donc attention un peu à ça dans l'animation et quand on souhaite faire participer nos publics, d'avoir un vocabulaire qui est adapté. Dans l'animation, un des premiers objectifs qu'on se fixe avec les jeunes animateurs, c'est de leur apprendre à utiliser un vocabulaire compréhensible par les enfants. Et ben c'est un peu pareil avec les autres publics et les autres acteurs. Donc attention à avoir un vocabulaire adapté. Et effectivement, Marion, c'est indiqué dans le diaporama la notion de continuité éducative, qui est une notion qui est quand même très floue, alors qui parle à des professionnels aguerris que nous sommes, mais qui peut avoir un peu moins de sens pour un parent d'élève, un parent d'enfant. Et c'est vrai que je me resserre d'une expression que j'avais entendue lors d'une rencontre d'été. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je me demande si ce genre de formulation n'est pas aussi plus propre à associer les gens dans leur implication sur un PEDT. Un autre frein personnel, c'est avoir des difficultés de compréhension du français ou des difficultés d'expression orale. Donc on en revient toujours, après on retrouve plus ou moins les mêmes problématiques, donc on va pas toutes les citer, mais on a les acronymes, on a le fait de ne pas avoir cette culture du PEDT, on reviendra après tout à l'heure, mais aussi un manque de motivation et de sens. Quand on comprend pas ce qui est en jeu, quand on comprend pas les objectifs, les intérêts, là où une réunion ou là où un temps veut aboutir, du coup, on perd aussi l'intérêt d'y participer. Donc, on fait une première réunion, on n'y trouve pas notre compte et on revient plus. Et du coup, on perd une grande partie de ces acteurs, de ces parents, de ces acteurs associatifs euh, lors, de ces différents temps organisés. Autre frein, c'est difficulté à s'intégrer, s'adapter à son environnement, des problèmes liés au règlement ou au fonctionnement de l'instance. Par exemple, le comité de pilotage du PEDT impose un ordre du jour strict et un vocabulaire institutionnel. Un animateur ou un parent se sent à côté et n'ose pas intervenir. La santé et l'état physiologique, donc ça c'est plutôt en fonction des problématiques de chaque personne où on a des instances par rapport à une durée ou par rapport à un horaire qui n'est pas adapté ou par rapport aussi, c'est encore le cas aujourd'hui dans certains endroits, dans des espaces qui sont pas adaptés, qui sont pas accessibles à tout public pour des raisons de moteur ou autre. Voilà, on a oublié de laisser le temps pour s'approprier, ne pas tenir compte du rythme de la personne. Quand on a un nouvel intervenant qui arrive, il y a des fois, il y a sur certaines communes des accompagnements qui sont mis en place, mais sur d'autres, on se retrouve avec des personnes qui doivent s'adapter très rapidement. Quand ils n'ont pas la connaissance du PEDT et des enjeux sur ce territoire-là, du coup, on a une perte de sens qui peut être liée à ça.
les difficultés à s'exprimer en public. Donc là, voilà, il y a plusieurs freins qui peuvent revenir. On va en retenir un principalement, le manque de confiance lié à la personnalité ou à la timidité. Donc là, c'est l'exemple d'un animateur, mais ça pourrait être aussi un parent lors d'une réunion d'information, où du coup, on n'ose pas si la prise de parole n'est pas adaptée, il n'y a pas des choses qui sont mises en place, on ne divise pas en groupes. Prendre la parole en plénière, ça, c'est pas évident, c'est pas facile et on a beaucoup de freins qui peuvent être liés à ça et on perd aussi beaucoup de participation liée à ces méthodes de réunion. Donc on le verra tout à l'heure par la suite, mais il y a plusieurs propositions de mise en place de, de différentes prises de participation. Avoir l'impression de n'avoir aucun intérêt personnel à participer. Donc là, on est dans les freins collectifs. Donc on revient à l'intérêt personnel, faire comprendre bien les enjeux, ne pas avoir vu concrètement ce que ça apporte. Donc à la fois pour les animateurs, pour les parents, mais même aussi pour les enseignants des fois. Ne pas comprendre à quoi sert cette réunion d'information, cette réunion de prise de participation. Ne pas avoir été informé aussi des résultats concrets de la participation. Donc souvent, on a des temps de réunion qui sont mis en place, mais après, on n'a pas les suites. Donc attention à ça, c'est toujours bien de savoir qu'est-ce que va donner cette réunion pour pouvoir revenir à la prochaine, à quoi ça sert. Le délai pour diffuser les comptes rendus et communiquer sur les projets, pareil. Des moyens de diffusion aussi inadaptés. Des fois, on a des comptes rendus qui sont mis dans des lieux où il n'y a pas forcément de passage, où il n'y a pas forcément d'intérêt par le public concerné. Donc, du coup, on perd le message. Et puis, enfin, l'absence de côté ludique et convivial dans ce type de réunion. Et du coup, ben, voilà, quand on y va avec envie, ça change la donne que lorsque on sait que c'est une contrainte. Voilà, c'est temps d'échange. Oui. Je rajouterais peut-être aussi que dans les freins collectifs, il y a parfois une difficulté à identifier les partenaires clés, notamment l'éducation nationale. Dans le nuage de mots, il y avait plusieurs fois cité donc l'éducation nationale, comme par exemple l'inspecteur de circonscription. Les directeurs sont un relais, mais les enseignants aussi. Et finalement, l'objectif, c'est que l'éducation nationale, dans sa représentation, au niveau de l'inspecteur, mais aussi au niveau des directeurs et des enseignants, soit aussi une cheville ouvrière en fait de ce PEDT. Et l'enjeu, il est là aussi, voilà, qui communique aussi, qui se fasse le relais. Voilà, il y a plusieurs axes pour améliorer ces freins, pour lever ces freins. Tout à fait. Autre frein collectif lors de ces temps, monopoliser la parole avec son vécu personnel. Et ça, souvent, c'est lié aussi à un manque de présentation des objectifs et des enjeux du temps qui est proposé. En début de réunion, les personnes concernées ne savent pas pourquoi elles sont là. Et du coup, bah, c'est l'occasion aussi de parler de nos problématiques. Pour les parents, de parler des problématiques qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Souvent aussi, quand ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc du coup, c'est un espace comme un autre. Et du coup, on perd aussi le message et on perd aussi le sens de la réunion qui est posée au départ. Ensuite, l'animation. L'animateur de la réunion ne recadre pas les prises de parole, ne gère pas le temps comme il faut. Et du coup, ça aussi, ça donne lieu à une perte une perte de l'objectif principal du temps qui est proposé et du coup on a une participation qui est moindre peut-être au prochain rendez-vous parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Se laisser aller à l'effet ping-pong, donc là on est un peu aussi sur la même problématique, du coup c'est l'animation ou les moyens proposés, l'organisation de ce temps-là qui est proposé, qui n'est pas adapté forcément au public, et du coup on a des échanges, par exemple, donc l'effet ping-pong, c'est deux personnes qui échangent entre elles et qui monopolisent la discussion et excluent le reste du groupe sur une thématique qui est très personnelle. Donc du coup, on a une énorme perte de tout le reste des participants parce que ça ne les intéresse pas. Et là, voilà, on revient à l'animateur de la réunion qui doit arriver à trouver
les bons mots, les bonnes phrases pour ne pas froisser les gens non plus, parce qu'il faut faire attention aussi à ça quand on anime ce genre de temps, mais bien faire comprendre qu'on est là pour un objectif et pour quelque chose, et l'idée c'est que tout le monde puisse participer aussi. Donc la distribution de la parole était importante dans ces temps-là, et du coup ça peut donner lieu aussi à une mauvaise compréhension de la réunion, de la présentation du projet qui est en cours, et donner lieu du coup je me suis perdu en route, donner lieu à des incompréhensions, tout à fait. Ne pas accepter les décisions collectives. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on retrouve généralement dans beaucoup de domaines, hein. C'est pas que dans nos thématiques, mais ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié au contexte, à l'humeur des gens, à l'état des gens, au manque d'implication aussi. Mais du coup, ça revient à tout ce qu'on a dit précédemment. Donc toutes les incompréhensions peuvent donner lieu aussi à ne pas accepter les décisions. Les règles et modes de décision, quand c'est pas transparent, que c'est pas clarifié, on ne sait pas qui a le dernier mot. On l'a souvent sur les conseils participatifs où on a des gens qui donnent leur avis, qui proposent des choses, mais on leur dit pas que c'est pas eux qui auront le dernier mot à la fin, par exemple. Et du coup, on a des gens qui sont très déçus à la fin, qui ne comprennent pas du coup pourquoi ils ont participé et qui ne reviendront pas la prochaine fois. La même chose sur vouloir imposer aux autres un point de vue et sa disponibilité, euh, sa personnalité, vouloir se mettre en avant au détriment du groupe. Lors d'une réunion PDT, un animateur prend systématiquement la parole en premier, coupe les autres et présente sa vision comme la seule valable pour organiser, bon là c'était dans le cadre des TAP, le groupe n'arrive plus à construire collectivement. Du coup, voilà, là c'est pareil, ça revient à l'animateur de pouvoir gérer cette personne ou gérer ce cas de façon bienveillante, bien sûr, peut-être en mettant en place d'autres formes de participation tout au long de la réunion, pour qu'il n'y ait pas forcément la place à cette personne de pouvoir prendre la parole sans cesse. Le manque de reconnaissance aussi des intervenants. Du coup, on sait que dans nos métiers, on a aussi des gros problématiques de valorisation de notre rôle, mais valorisation aussi de chaque individu au sein de nos équipes. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits, hein. On a beaucoup avancé là-dessus, mais ça reste un des facteurs qui ressort des différents sondages et enquêtes sur les métiers de l'animation. Et tout ça, ça crée des tensions, ça crée... on en revient à des incompréhensions, mais aussi du coup... on n'a pas l'impression d'être écouté et apprécié à sa juste valeur. Point structurel, ne pas montrer aux acteurs l'intérêt de participer, ne pas y avoir pensé, ne pas avoir préparé ses arguments. Voilà. Des fois, on a tendance aussi à penser que tout le monde comprend l'intérêt du PEDT, ce qui n'est pas forcément le cas. Et il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Vous le savez, hein, ça ressort aussi souvent des différentes rencontres qu'on a fait. C'est vraiment à l'animateur de la réunion de chaque fois partir d'une base commune, partir d'un contexte. On en parlera après, mais cette acculturation au PEDT, elle est vraiment importante. Pour qu'on puisse tous parler la même langue et tous avoir le même objectif, il faut qu'on puisse le comprendre et comprendre son intérêt. Et ensuite, on revient à ce qu'on disait aussi précédemment sur l'accompagnement des équipes, l'accompagnement des parents, parce que c'est un cheminement de compréhension et une manière de fonctionner qui n'est pas totalement naturelle. On n'a pas été forcément habitué à ça. Et pour les parents, des fois, même dans leur milieu professionnel, ils ne sont pas habitués à travailler de cette façon. Donc, du coup, on a vraiment une acculturation à avoir. Donc, on revient au final à la culture du PEDT, la méconnaissance du rôle, les objectifs, l'utilité du PEDT, l'absence de temps ou d'espace dédié pour en parler, et le manque de communication et de valorisation autour du PEDT. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, on a beaucoup progressé là-dessus, mais on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, hein, PEDT aujourd'hui, si on pose la question à un panel de personnes, on a une grosse partie qui ne saura pas ce que c'est. Voilà.
Exemple, encore, il y a quelques jours, en discutant avec des enseignants, on avait une enseignante qui ne savait pas ce que c'était le PEDT, parce que sur le territoire, il n'était pas mis en place. Mais donc, on est vraiment sur un outil qui est encore nouveau pour beaucoup de monde. Et qui en plus se cache derrière un acronyme barbare. Tout à fait. Ça, c'est la même. Hop là. Oui. Avant de céder la parole, tout l'enjeu de ces éléments, ce sont des éléments qui sont connus de chacun. L'enjeu, là, on a souhaité véritablement identifier et mettre en avant l'ensemble des différents freins qui peuvent bloquer la participation à quelque niveau que ce soit dans un comité de pilotage, dans un comité technique, dans une réunion d'information qui peut se faire dans une école ou à la sortie d'un accueil de loisirs. Tous ces éléments, ils sont connus. L'objectif, c'est de pouvoir aussi les formaliser, bien les identifier pour pouvoir travailler avec les outils adaptés qui permettent de lever ces différents freins. Une des techniques que j'aime bien utiliser, c'est essayer de faire un peu à chacune des réunions une espèce de petite cartographie de la participation. C'est qui prend la parole, qui répond et quelles sont les interactions qu'il y a entre les différentes personnes. Typiquement, lorsqu'on organise une grande réunion publique avec une diversité de partenaires, quels sont les partenaires qui vont prendre la parole, quels sont ceux qui vont moins prendre la parole, et surtout, du coup, quels sont les outils et les techniques d'animation que nous avons mobilisés pour faire en sorte que la parole et la participation soient réparties de manière homogène et que l'ensemble des personnes aient eu l'opportunité de s'exprimer. Et c'est véritablement là tout l'enjeu de mettre vraiment d'identifier clairement les différents freins qui peuvent bloquer la participation des gens, leur adhésion à un projet éducatif de territoire. Il y a énormément de freins qui sont possibles, notamment sur le PEDT. Là, on en a choisi quelques-uns. Il y a un document qu'on vous mettra à disposition du coup sur le Digipad qui référence vraiment tous les freins possibles à la participation. On va maintenant laisser la parole à la ville de Valbonne. Donc normalement, on a autour de la table. Hop là. Donc, si je dis pas de bêtises, Madame Valérie Filio, responsable du service santé, handicap et coordinatrice du CLSM. C'est local de santé mentale. Voilà, je reste dans les acronymes. Monsieur Raphaël Palaillé, responsable du secteur jeunesse et animateur du réseau parentalité 6-12 ans. Et Monsieur Christophe Pichon, coordinateur du PEDT et animateur réseau parentalité 6-12 ans pour la ville de Valbonne-Sophie Antipolis. Est-ce qu'on vous entend? Alors non, vous nous entendez? Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager la présentation. Normalement, tu peux partager, Christophe. Ça marche pas. Voilà, est-ce que vous l'avez? C'est bon, ça y est. Super. Donc déjà, merci pour votre invitation. C'est vrai qu'on est ravis de pouvoir vous présenter la dynamique que nous avons impulsée à Valbonne autour du bien-être des usagers. Alors, avant de nous présenter, ça a été fait, mais plus au niveau de nos missions. Donc, on vous propose une petite introduction et notamment la vision stratégique qui nous a permis d'élaborer ce projet et cette dynamique. On fera un focus sur l'axe santé et bien-être, ainsi que l'axe parentalité et soutien aux familles. On verra ensuite la gouvernance, comment c'est organisé, et une présentation de quelques outils de coordination. Et enfin, on conclura et bien évidemment, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Alors, on va faire une présentation à plusieurs, puisque c'est vrai que dans notre idée de dynamique, il y a vraiment l'idée de ce collectif. Donc, alors là, c'est vrai que ça a été évoqué. Alors, juste une petite erreur, Raphaël Palaillé, c'est le 12-18. Mais voilà, petite erreur d'écriture. Alors,
Pour commencer, donc, nous, on a fait un constat lorsqu'on a réécrit notre projet éducatif de territoire en 2024. Donc, on avait énormément de groupes déjà constitués sur notre commune et on avait vraiment ce sentiment encore de cloisonnement. Nous intervenions dans différents ateliers et c'est vrai qu'on rencontrait les mêmes acteurs. Parfois, il y avait des sujets qui étaient proposés et il y avait cette transversalité. On avait notamment des groupes de travail autour de l'éducation nationale, de la parentalité, du conseil local de santé mentale, commission jeunesse, convention territoriale globale. Bref, il y avait énormément de choses. Et donc, très rapidement, on s'est dit qu'on pouvait peut-être être un peu plus efficient. Donc, la présentation de cette dynamique, c'est vraiment l'idée d'avoir cette vision transversale élargie, avec la promotion du bien-être des usagers. Donc, on est vraiment sur les enfants, les jeunes, mais on va au-delà avec les adultes par le biais de la santé et de la santé mentale. Et on se dit aussi que des parents qui sont accompagnés, qui sont dans de meilleures conditions de vie, auront une approche aussi auprès de leur enfant qui sera bienveillante. Donc, ça a permis vraiment d'augmenter le nombre de partenaires qu'on avait, puisque chacun d'entre nous, au niveau de nos missions, on avait des partenaires, mais c'est vrai qu'ils étaient déjà sollicités énormément. Et donc, ça a permis d'organiser un peu mieux les choses autour notamment de 4 piliers, du conseil local en santé mentale, le projet éducatif territorial. Donc là, on est sur un projet 0-18 ans. La convention territoriale globale et le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un conseil local de santé mentale. En tous les cas, dans le 06, il y en a 11. Au niveau de la CASA, donc, puisque nous, on est CASA, il y en a 2. Et en fait, le conseil local de santé mentale a été créé en 2018 à Valbonne. Il y a une convention cadre qui est signée tous les 3 ans avec l'agence régionale de santé et l'hôpital de secteur. Donc pour nous, c'est le centre hospitalier d'Antibes. Un conseil local de santé mentale, c'est une instance de concertation et de coordination en fait, qui vise vraiment à promouvoir la santé mentale sur un territoire donné, donc en l'occurrence sur la ville de Valbonne. Il existe certains conseils intercommunaux de santé mentale, mais on n'en a pas dans le 06. Donc en fait, c'est un peu comme le PEDT, hein, et le rôle du coordinateur, c'est de réunir donc des élus, les professionnels de santé, les citoyens, les associations, les personnes concernées par les troubles psychiques qui sont vraiment au cœur des dispositifs, les aidants, les enfants, les parents, donc tous les citoyens, pour essayer de construire ensemble une stratégie autour de la santé mentale. Et donc la santé mentale, c'est très large, hein. Ça n'est pas réduit aux troubles psychiques et psychiatriques uniquement, mais c'est vraiment le bien-être. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec le PEDT et qu'on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on arrive à articuler nos actions. Alors justement, par rapport au PEDT, quelques informations donc, concernant le renouvellement de notre projet éducatif de territoire. Donc c'est la période de 2024 à 2027. On a également un plan mercredi qui est associé à ce PEDT. On a élargi la tranche d'âge puisque auparavant on était sur la tranche d'âge 3-11 ans et donc on est passé sur le 0-18 ans. Aussi en lien du fait qu'on soit vis-à-vis des enfants et donc l'UNICEF définit l'âge d'un enfant sur le 0-18. La volonté, comme je disais, d'une meilleure transversalité entre l'ensemble des acteurs et enfin un engagement récent dans le programme de labellisation des ACM qualité 2.0. Donc de même, la commune est signataire, comme je disais, de la Convention vis-à-vis des enfants depuis 2003, donc elle nous engage aussi sur tout l'aspect des droits de l'enfant. Alors, pour faire le parallèle avec la CTG, très rapidement, même si beaucoup savent déjà ce qu'est la CTG, je pense. Donc, la Convention territoriale globale, c'est le partenariat clé qu'un territoire et un ensemble de communes, hein, parce que la volonté de la CAF, et c'est la même chose au niveau national, c'est que plusieurs communes se regroupent
autour d'une même convention territoriale globale. Ça enlève nos anciens CEJ, CEJ, contrat enfance-jeunesse, et ça valorise un petit peu ce partenariat logistique et financier que les territoires ont avec la CAF. Donc nous, au niveau de la CASA, c'est l'ensemble des 24 communes qui sont signataires de cette CTG qui va de 2024 à 2028 de mémoire, 27 ou 28. Donc rapidement, la CTG au niveau de ses missions et de son organisation, bah, ça concerne toute la branche famille en fait de la CAF. Hein, c'est bonjour, vous pouvez rentrer. Rentrer, oui, c'est pas grave. Donc, toutes les thématiques d'enfance, de jeunesse, d'accès aux droits, handicap, santé logement, handicap, santé mentale, parentalité, enfin voilà, la branche famille et sociale qu'il peut y avoir sur un territoire avec un ensemble de groupes de travail et d'équipes projets organisés en fonction du plan d'action et du diagnostic qui a été établi au lancement de cette CTG. Mais bon, ça s'articule sur l'ensemble du département. Je pense que chacun de nous qui suivons cette visio a déjà participé à une réunion CTG ou a déjà entendu parler de la CTG. Donc, je vais rester bref là-dessus. Nous, au niveau de l'articulation et du rendement, on va dire, et pourquoi on intègre la CTG à notre dynamique et de faire le parallèle avec le bien-être des usagers, bah c'est tout simplement qu'on essaye d'avoir cette harmonisation avec le PEDT, la CTG, des actions qui peuvent être menées dans le cadre du CLSM ou sur l'accès santé, et bien sûr le RIAP avec les actions de parentalité que l'on mène sur Valbonne, notamment des conférences à destination des parents qu'on organise, alors suivant les thématiques, suivant les groupes de travail, mais ça peut être issu soit de la CTG, soit d'un groupe parentalité ou PEDT, soit la commission jeunesse, moi en amont il y a 2 ans, enfin, soit du CLSM. Soit du CLSM, un petit peu toutes ces réunions-là qu'on essaye d'harmoniser, de mettre en commun pour éviter que les partenaires se déplacent plusieurs fois sur plusieurs thématiques différentes et que ce soit trop redondant pour eux. On essaie de les mettre en articulation et en harmonie. Et l'exemple des conférences parentalité en est un, sur notamment la santé mentale. On va en parler après, me dit Christophe, donc je vais m'arrêter là, à ce niveau-là. Mais donc voilà, un petit peu pour ce parallèle avec la CTG et toutes les actions qu'on essaie de mettre en place sur le territoire et notre groupe de travail avec Valérie, Christophe et Isabelle. Et donc en complément, donc notre collègue Isabelle Marquez, qui est responsable service santé, qui ne pouvait pas être là. Petite enfance. Oui. En fait, on travaille beaucoup ensemble, donc oui. on s'y perd un peu. Donc c'est vrai qu'on a aussi un réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Donc notamment Raphaël et moi-même, on est animateurs de ce réseau. Isabelle en est la coordinatrice. Et c'est vrai que c'est vraiment l'outil privilégié en fait pour valoriser les compétences parentales. Et on tend à l'accompagnement des familles dans leur rôle éducatif. Alors, sur l'axe santé-bien-être, on s'est retrouvé sur cet axe-là parce que souvent les problématiques en fait, de terrain qui émergent de nos différents groupes de travail, puisqu'on n'est vraiment pas dans une démarche descendante, mais dans une démarche ascendante. On répond vraiment aux problématiques des professionnels, des parents, des enfants, quand on organise nos rencontres parents, notamment dont parlait Raphaël. Donc, c'est vrai que... Attends, je me suis un peu perdue là. Ouais, je veux bien que tu te mettes... Voilà. En fait, on s'est rendu compte que énormément de problématiques qui concernaient les parents, mais même les professionnels, tournaient autour de la santé et de la santé mentale. Et c'est vrai qu'à Valbonne, il y a une volonté politique forte d'accompagner en matière de santé mentale, la population. Et donc, c'est la population, comme disait Christophe tout à l'heure, vraiment de zéro, enfin de la naissance jusqu'à la fin de vie, puisque dès l'entrée en petite école sur les 1000 premiers jours, donc entre les 0 et les 3 ans, il y a un repérage précoce qui est effectué dans les crèches. Ensuite, on a aussi mis en place, dans le cadre du Conseil local de santé mentale, on a 4 axes principaux, dont le 2e axe qui est un dispositif de prévention des conduites à risque, avec tout un continuum de prévention et des actions organisées dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc, ça commence dans les écoles, en CM1, CM2, sur prévention, sommeil, écran, la gestion des émotions. Puis ensuite, collège et lycée, on est sur toutes les addictions.
Et donc, on s'est rendu compte que ces problématiques ressortaient souvent des groupes de travail qu'on organisait, que ce soit le groupe de travail parentalité, la commission jeunesse, enfin, tous nos groupes de travail, que c'était des problématiques. Et donc, du coup, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble et de manière transversale. Voilà, donc le service santé, c'est aussi, alors c'est pas que la santé mentale, c'est aussi un atelier santé-ville, puisque Garbegère était historiquement quartier ville prioritaire. On est sorti QPV et même de veille sociale depuis 2023. Mais la collectivité a souhaité continuer à maintenir l'ensemble des actions qui aujourd'hui ne sont plus financées par l'ARS. Depuis 2024, mais la collectivité a souhaité continuer à financer toutes les actions parce que, évidemment, il y a un réel intérêt à faire de la prévention en matière de santé mentale. Et donc, pour poursuivre sur l'axe parentalité, donc, comme je disais, nous avons un réseau parentalité. Là, pareil, la synergie entre les différents projets, différentes missions, différents acteurs a fait qu'on a reconsidéré l'axe parentalité sur la tranche 0-18 ans pour être en cohérence avec le projet éducatif de territoire. Donc c'est vrai qu'on le conçoit comme ça. Pour nous, c'est vraiment l'idée de fédérer en fait tous les acteurs autour de l'éducation et ainsi permettre avoir vraiment un soutien au niveau des familles dans la continuité éducative et le soutien des familles. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de communication, de valorisation. Donc nous, on a essayé de réfléchir sur un schéma. Donc on vous propose celui-là. Alors, c'est pas que qui m'appartient, je vois qu'il a marqué Christophe, c'est qu'on s'était réparti les rôles, donc voilà, ça va encore. En tout cas, c'est vrai que ce schéma, il était intéressant parce que il permettait d'identifier en fait l'ensemble des acteurs avec qui on travaille et de pouvoir aussi les identifier en fonction des actions. Donc, par exemple, on a plutôt autour de l'accompagnement administratif, donc on a le réseau parentalité. Comme le disait Valérie, on est aussi en convention avec la Mutualité française, par exemple. On a des acteurs autour de la sensibilisation et de l'information, avec notamment des acteurs associatifs. Et on vous présentera tout à l'heure une question de parents. Donc c'est sous forme d'ateliers, conférences que nous proposons en fonction des retours, soit des groupes parentalité, des groupes EDT, en tout cas des différentes instances qu'on met en place. On a différents acteurs comme nos éducateurs sportifs ou les médecins avec qui on travaille ou encore les parents d'élèves. Toute une partie autour de la formation. Donc récemment, on a pu, Raphaël et moi, devenir moi secouriste en premier secours en santé mentale. Donc ça nous a permis aussi de gagner en technicité et en capacité aussi d'intervention et d'interaction avec des publics pour lesquels on n'aurait pas forcément été au préalable. Donc l'ouverture justement avec Valérie Silio au niveau de la santé nous a permis d'élargir aussi nos champs de compétences. On a bien évidemment les différents acteurs autour de la santé, hein, comme le CMP, le CAMS, etc. Et nous avons différents acteurs avec qui nous faisons la passerelle, notamment de la commune de Valbonne, de l'éducation nationale, de la PMI, référent handicap, parce qu'en fait, on est en lien avec toutes ces personnes et ces personnes ne se côtoient pas forcément. Donc là, récemment, mardi, on a notamment mis en place un café des partenaires. Et donc il est en construction, mais c'est vrai que ça permet aux acteurs tout simplement de se rencontrer, de pouvoir échanger leurs coordonnées. Et souvent, on voit qu'il y a déjà des idées qui émergent suite à ces petits temps de présentation. Alors là, on va vous présenter un petit exemple concret de la mise en œuvre de ce groupe de travail. En fait, il faut vraiment se rendre compte qu'on a mis le groupe au service du collectif. Et donc, le collectif, ce sont les partenaires, les parents, les enfants, comme on disait tout à l'heure, pour répondre aux problématiques qui émergent du terrain. Donc là, cet exemple-là, c'est parti d'un problème qui s'est passé dans plusieurs écoles de la ville où des parents sont venus se plaindre auprès du personnel et des directions des petites écoles. Donc, on est sur vraiment les petits, des 3-6 ans. En disant mais nos enfants mon enfant se fait toucher, il y a des attouchements, ils se font des câlins, c'est inacceptable, jusqu'à des parents qui voulaient porter plainte.
Isabelle Marquez, la responsable de la petite enfance, m'a sollicité en me demandant si je pouvais, via le réseau du Conseil local en santé mentale, organiser quelque chose. Donc, moi, j'ai sollicité le CEGID, donc, qui est le service de santé sexuelle du département. L'objectif, c'est évidemment à chaque fois de faire appel à des partenaires qui sont agréés, labellisés, voilà, qui ont une confiance et une reconnaissance institutionnelle en tous les cas. Et donc, 3 mois après, on a organisé... Alors, cette problématique était aussi ressortie de la rencontre PEDT, où Arnaud Forêt avait assisté d'ailleurs. On avait fait des différents ateliers, il y avait une 40aine d'acteurs qui étaient présents ce jour-là, et c'était aussi une problématique, s'il y avait des parents d'élèves, cette problématique était à nouveau ressortie des différents ateliers. Donc on s'est dit, il y a vraiment urgence à le traiter. Donc 2 mois et demi après, on a organisé une rencontre parents sur la thématique, donc entre 2 et 5 ans, mon enfant découvre son corps. Et il y avait donc 35 personnes, donc on était plutôt contents parce qu'on parlait tout à l'heure des freins, et pour nous c'est quand même la difficulté à mobiliser, mais surtout les parents, parce que sur les 35 personnes, on avait, je pense, 25 professionnels et maximum une dizaine de parents, alors que la thématique avait été soulevée par des parents. Mais du coup, on s'est rendu compte que les professionnels étaient venus en nombre et que c'était une réelle problématique pour eux, qui ne savaient même plus comment traiter le sujet. Ils nous ont même dit que quand ils voyaient des enfants se faire un petit câlin dans la cour, ils les séparaient. Et donc, une des intervenantes, c'était le docteur Eva Farg, qui est notamment médecin sexologue auprès des tout-petits, et donc qui a réexpliqué que l'éveil... les différentes phases d'éveil, alors c'est même pas à la sexualité, mais voilà, à la connaissance du corps, et elle a rappelé les différentes étapes. Et donc là, on va prévoir une nouvelle formation à l'attention des professionnels. Voilà, c'est un exemple de la mise en commun de nos compétences et de la mobilisation du coup de nos partenaires respectifs. Alors, concernant la gouvernance et les outils de coordination, donc c'est vrai que pour répondre justement au constat de suivi qui était parfois fragmenté, en fait, on a essayé de s'organiser. Donc, au niveau du comité de pilotage et comité technique, donc ça, généralement, c'est vrai que ça existe déjà dans les instances de projets éducatifs de territoire ou conseil local de santé mentale. On a un comité technique, donc c'est plutôt... on le considère comme une instance de suivi opérationnel pour la mise en œuvre concrète des actions. On partage des informations, on communique, on valorise. Donc, c'est notamment ce que vous disiez, Valérie. On a eu donc une problématique qui a émergé. On a essayé de voir comment on pouvait y répondre. Donc, soit avec des acteurs du territoire, soit nous-mêmes parce qu'on a des compétences, soit quand on les a pas, en fait, avec les acteurs que l'on peut connaître dans notre environnement. Vraiment l'idée de décloisonnement. On a même créé une adresse mail générique de manière à ce que l'ensemble des 4 personnes présentes dans ce groupe puissent répondre et être assez réactifs en fonction des congés ou des impératifs des uns et des autres. On a également créé un outil collaboratif, donc Teams, donc c'est une équipe qui est dédiée à l'ensemble donc au départ du projet éducatif de territoire, mais on l'a élargi par rapport notamment cette dynamique du groupe bien-être des usagers. Et donc là encore, on a de la communication à poursuivre, on a encore de l'accompagnement à faire parce que les freins au numérique concernent tout le monde. Mais on a déjà, en tout cas, 2 outils qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'on a un agenda collaboratif qui permet d'avoir le retour de l'ensemble des acteurs de notre commune et de pouvoir identifier à la fois les thématiques, mais aussi les moments où sont proposés ces différents temps. Donc ça nous permet d'avoir une lecture sur l'année et d'éviter de surcharger certaines périodes. Cet outil, en fait, nous permet aussi de poser les publications des différents acteurs, donc de relayer l'information sur les différentes conférences, ateliers, débats, etc. Et donc, ça nous permet de toucher des publics de manière différente.
Peut-être pour compléter aussi, du coup, avant, on se rendait compte que chacun de notre côté, ne serait-ce que tous les 4, on allait rencontrer tel ou tel partenaire. Donc, on travaillait vraiment chacun de son côté. Et là, on a mis aussi ce groupe de travail. On rencontre régulièrement, alors la médiathèque, qui coordonne aussi et qui organise tout un tas d'actions. Et donc, maintenant, on coordonne nos interventions et nos actions sur le territoire. On a rencontré aussi, on le rencontre régulièrement tous les 2 mois, comme la médiathèque, le centre social, puisqu'au sein du quartier de Garbegère, il y a un centre social qui aussi organise énormément de choses, rencontre les familles, accompagne les enfants sur les devoirs le soir. Et donc, il y a des différents temps comme ça qui sont dédiés à la rencontre et à l'harmonisation auprès des différents partenaires institutionnels. Et du coup, oui, j'enchaîne. Et comme vient de le dire Valérie, donc ce qu'il faut savoir, nous, c'est que cette dynamique et ces rencontres se font depuis un peu plus d'1 an, enfin, 1 an, voilà, 1 an et quelques mois, on va dire Christophe et Isabelle qui avaient mis en symbiose. Ensuite, Valérie sur les axes santé, où on s'est rendu compte que beaucoup d'échanges. Mais ce travail-là, il faut savoir qu'on a fait énormément le focus assez rapidement au niveau des partenaires. Bah, logiquement, nous, on s'est réunis entre nous, les différents services que l'on gère ou qu'on coordonne. Mais là, c'est vrai que depuis 3-4 mois, on va dire, depuis Noël, on essaie de se concentrer aussi sur les équipes et sur la formation, comme l'expliquait Valérie et Christophe avant, la formation des équipes, les transmissions qu'on a entre nous et les différentes problématiques qui peuvent ressurgir. Donc là, si vous voulez, avec l'exemple que vous a donné Christophe par rapport à la création de cette adresse mail groupée sur laquelle on traite chacun de nous et l'outil Teams collaboratif, ça peut nous permettre à terme de pouvoir traiter des demandes plus ou moins urgentes issues des différentes structures de nos collègues. Donc ça peut très bien être les responsables périscolaires de notre service, ça peut très bien être les professionnels au sein des EAJE, les directrices de crèche ou les auxiliaires puéricultrices, ça peut être au sein du service santé parce qu'on accueille aussi le public au sein du bâtiment de Valérie. Enfin, voilà, l'ensemble des professionnels de la collectivité et les partenaires, bien sûr. Mais là, voilà, on essaye de recentrer aussi notre travail dans cette déclinaison et cette transmission d'informations sur des cas potentiellement urgents à traiter. On peut apporter, chacun avec nos compétences, des réponses assez concrètes, en plus de tout ce travail, ce volet partenarial que l'on fait depuis 1 an. Un autre exemple aussi, dans le cadre du Conseil local de santé mentale, le premier axe, c'est l'existence d'une cellule des situations complexes qui n'existait jusqu'à l'année dernière que pour les adultes. Donc, c'est un travail, une cellule dans laquelle il y a tout le CMP adulte, centre médico-psychologique, donc avec les psychiatres, psychologues, infirmiers et les acteurs du territoire qui rencontrent des situations complexes avec des personnes qui peuvent être à la rue ou difficultés de logement ou qui se font un séjour en psychiatrie pendant 6 mois puis qui sortent, qui n'ont plus d'emploi. Voilà, c'est une situation complexe. Et en fait, on s'est rendu compte avec les jeunes de la mission locale qui sont accueillis dès l'âge de 16 ans, que les situations complexes existent aussi chez les moins de 18 ans, donc chez les mineurs. Et là, on a décliné, donc je l'ai annoncé dans mon copil du Conseil local de santé mentale du mois de décembre, on crée depuis 2026 une cellule des situations complexes enfants. Et donc, dans cette cellule, il y a la PMI, il y a le CMP enfant, il y a le service petite enfance, il y a le centre social, il y a les assistantes sociales de MSD, donc de circonscription, parce qu'on se rend compte que chacun, à notre niveau, on accompagne des familles sans que l'autre puisse forcément le savoir. Le pédopsychiatre du CMP, qui était arrivé sur son poste il y a 1 an, par exemple, n'avait jamais rencontré la PMI. Voilà, donc il y a aussi toute cette synergie qui se met en place et ça permet aussi aux parents qui ont des enfants en situation de handicap ou avec des difficultés de troubles du neurodéveloppement qui peuvent poser des problèmes comme des TDAH, avec des conseils de discipline, etc. Ça permet aussi d'aborder toutes ces situations en cellule, des situations complexes enfants. Et donc là encore, on est dans la transversalité. Et juste, pardon, pour prendre un exemple concret de parallèle entre différents dispositifs et l'harmonisation de cette équipe, au niveau de la gestion des émotions, du mal-être, le mal-être et le bien-être des enfants, les thématiques de harcèlement, par exemple, dans les écoles, ce sont des cas qu'on peut traiter, nous, comme vous le voyez, avec ce groupe de travail et en fonction de nos informations et nos partenaires et nos compétences. Et c'est aussi une nouvelle équipe projet qui vient d'être créée sur la CTG. La CTG dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la CASA, avec la collègue
Lucie Rouillon de Villeneuve-Loubet, je sais qu'il y a Vanessa Zucconi qui est dans ce groupe-là aussi. On est en train de travailler sur le recensement des différentes actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre le harcèlement scolaire, notamment. Alors pour conclure, parce qu'on pourrait vous en parler des heures, mais c'est vrai que je rejoins ce que disait Valérian tout à l'heure, en tout cas je reprends ce que disait Valérian, c'est que nous c'est pareil en fait, on était sur des missions différentes avec un langage différent et du coup c'est vrai qu'on a eu aussi dans un premier temps à se connaître et à comprendre aussi les mécanismes, les différents cadres des uns et des autres. Et donc on se met bien sûr du coup à la place des parents ou des acteurs qui n'ont pas forcément toutes ces informations et quand on construit maintenant nos temps de réunion, bah, c'est vrai qu'on essaye de le mettre en avant et en tout cas de le prendre en compte. Alors pour conclure, bah, comme vous le disiez, c'est vrai que ce groupe de travail, bien-être des usagers, bah, en fait, il repose vraiment sur une ambition partagée au préalable et puis aussi le constat qu'on avait évoqué. Nous, on trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment une transversalité pardon, élargie avec tout ce qu'on a pu vous dire auparavant sur le fait de pouvoir identifier l'ensemble des acteurs, de pouvoir identifier l'ensemble des publics et d'être assez au fait finalement de tout ce qui peut se mettre en place sur la commune de Valbonne. On tend aussi, on essaye vraiment d'accentuer cette idée-là, donc de converger les expertises de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de la parentalité. Parce que ce groupe de travail, du coup, il se contente pas juste de traiter en fait des problématiques, chacun de notre côté, mais on les partage et ça nous permet, on pense en tout cas, d'avoir des réponses qui sont complètes, en tout cas qui tendent à être complètes. On s'appuie vraiment sur les constats de terrain, comme le disait Véry tout à l'heure. On a différents groupes de travail, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi des situations qui sont remontées directement on l'a dit, de l'éducation nationale ou de nos partenaires animateurs et autres. Donc ça nous permet aussi, avec l'ensemble de ces acteurs, bah, de pouvoir construire une offre, une réponse en tout cas à apporter pour accompagner aussi bah, nos partenaires, les usagers, les familles. On a vraiment cette synergie qui permet de transformer en fait les différents dispositifs administratifs, le projet éducatif de territoire, le réseau parentalité, le conseil local de santé mentale. L'idée, c'est que ce ne soit pas juste des projets, mais que ce soit vraiment concrètement mis en place et en prenant en compte les familles de Valbonne, leurs préoccupations, leurs difficultés, en plaçant le bien-être psychique et social au cœur de chacune de nos politiques publiques. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir aussi cette transversalité-là, ce regard-là. Et enfin, donc le projet éducatif de territoire, pour nous, on trouve en tout cas qu'il est enrichi par l'ensemble en fait de ces regards croisés. Et on pense vraiment qu'on reste en tout cas dans le cadre défini par le PEDT au niveau des objectifs, même si on va au-delà du 0-18 ans. Donc on espère qu'on a été clair et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous souhaitez partager? En tout cas, moi, je souhaite vraiment vous remercier pour cette intervention que je trouve vraiment très riche et éclairante sur les effets concrets d'un PEDT, d'un groupe de travail, enfin, d'une coordination des acteurs qui répondent vraiment aux enjeux de l'ensemble des personnes d'un territoire. Je reprends cet exemple de la rencontre que vous avez organisée et qui me paraît vraiment porteuse de sens par rapport aux enjeux, aux problématiques des acteurs de terrain du quotidien. Et je trouve que c'est un très bon exemple de comment soutenir au quotidien les besoins de chacun. Donc un grand merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions à leur poser, des réactions? C'est pas facile de prendre la parole en Willy. Je pense qu'on a été clair, alors peut-être. C'est ça. Ou alors c'est les freins à la participation. Oui, aussi. Alors, le numérique, un majeur. Très bien. Eh bien, on va passer. Merci encore pour cette intervention. De toute façon, on pourra mettre votre présentation sur le Digipad? Oui, bien sûr. Super. Parfait. Eh bien, on va passer à la suite. Et donc, cette fois, nous retournons
du coup, sur cette question de comment faire vivre un PEDT. Mais véritablement, enfin là, on revient vraiment à l'échelle d'un accueil de loisirs, parce que nous, SDJUS, avec les différents collègues, on se rend compte que projet éducatif de territoire, ça reste un objet abscon et difficile. Donc c'est pour ça qu'on a essayé on a voulu continuer cette présentation en revenant vraiment sur cette échelle de l'accueil de loisirs. Mais qui dit accueil de loisirs dit directeur d'accueil de loisirs, dit animateur, dit enfant, dit parent et dit enseignant. Et sur cette échelle-là, l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'emparer de ce que c'est, sachant que ça peut parfois être un document de 50, 70, 120 pages. Et du coup, se pose la question de comment on communique ce PEDT pour que eh bien, même un enfant de 6 ans puisse comprendre ce qui l'emporte pour lui comme conséquence. Donc du coup, le premier des enjeux, c'est rendre le PEDT lisible pour tous. Et c'est pour ça que certains d'entre vous ont déjà vu la petite illustration qui est à gauche, alors qui est un modeste schéma, mais qui vise surtout à montrer que l'enjeu est véritablement la vulgarisation d'un PEDT, c'est utiliser un message clair avec des mots qui sont facilement compréhensibles par tout un chacun. Et l'objectif, c'est de pouvoir adapter son vocabulaire par rapport à la personne à laquelle on s'adresse, puisque le message ne sera pas le même en fonction du public. Et typiquement, vous voyez, je parle d'outils numériques et des intelligences artificielles. J'ai fait l'exercice de prendre le PEDT d'une commune du département. Alors, je ne l'ai pas incarné ici, mais j'ai demandé à une intelligence artificielle de le résumer en une affiche, en une page pour un enfant de 6 ans. Et j'ai trouvé que le résultat était assez bluffant parce que en une image, il y avait 50 pages qui étaient résumées avec des images faciles à identifier, des mots clairs pour permettre à tout un chacun de voir ce qu'est un PEDT. C'est déjà juste savoir ce que c'est permet de mieux s'approprier cet objet. Donc c'est véritablement tout l'objet de cette vulgarisation du PEDT. Et quand je vous disais adapter son message à chaque public, quand un PEDT a pour objet, comme objectif éducatif, par exemple, la socialisation de l'enfant, quand on adapte ce vocabulaire, c'est aussi, pour un enfant, la socialisation, c'est avant tout se faire des amis. Ça peut être malgré les différences, ça peut être accepter les différences des autres, s'intégrer dans un groupe. Voilà, mais tout l'enjeu, c'est véritablement comment on va adapter le vocabulaire qu'on emploie pour qu'il soit à la portée de tous. Je voudrais juste compléter ce que disait Arnaud. En fait, j'ai retenu, il me semble, un élément essentiel de la présentation de tout à l'heure, c'est que finalement, parfois, la multiplicité est un frein à la visibilité. Et donc là, c'est ça aussi l'idée, c'est d'arriver à dégager vraiment les axes forts et les rendre lisibles et accessibles à tous. Là, ce que vous voyez aussi, c'est sur l'illustration à gauche, c'est un projet pédagogique. Ce qui est intéressant dans cette illustration que j'ai, dans cette photo que j'ai prise assez récemment, c'est que c'est visible de tout le monde, avec des éléments clairs où on peut facilement retrouver en fait les différents éléments constitutifs d'un projet pédagogique. Cette démarche, pour moi, elle a son sens parce qu'elle permet d'aller rechercher très facilement ce dont on a besoin en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. On voit mal sur cette photo, mais on a les objectifs pédagogiques, on a l'emploi du temps, on a le rôle de l'animateur, on a l'organisation générale, et donc une présentation simplifiée permet véritablement de faciliter l'accès à une information. Donc d'où l'objectif de travailler sur une explication visible et explicite pour tout un chacun. Évidemment, on ne parle pas de l'arbre pédagogique,
que nous retrouvons évidemment dans tous les accueils de loisirs du département. Mais en tout cas, il y a mille et un moyens de faciliter l'appropriation des objectifs, et on va y revenir un petit peu après. Voilà. Il y avait eu un collègue Franck Levieux avait visité un accueil de loisirs où il y avait une évaluation des objectifs pédagogiques qui étaient réalisés par les familles à la sortie de l'accueil de loisirs avec un système de gommettes. Et c'était très intéressant comme démarche que nous espérons vous présenter dans le détail, peut-être à la prochaine journée des directeurs. Faire vivre le PEDT dans un accueil de loisirs, c'est aussi créer une culture commune du PEDT. Et comment ça se passe? Le PEDT, c'est un objet qui est, on va dire, un peu global, qui est à l'échelle d'une commune, qui peut recouvrer plusieurs écoles, plusieurs établissements, une multiplicité de services, comme on l'a vu. L'enjeu aussi, c'est de se l'approprier. Quand on parlait de gouvernance décentralisée du PEDT, derrière cette approche un peu barbare, un peu jargon technocratique, ça veut dire lui donner du sens à l'échelle la plus locale. Quand un projet, un PEDT parle d'un enjeu sur le vivre ensemble à l'échelle d'une commune, c'est comment on prend en compte cet enjeu à l'échelle d'une école, à l'échelle d'un accueil de loisirs périscolaire qui est dans cette même école, à l'échelle d'une unité de vie et de temps. Et donc, si on prend cet exemple du vivre ensemble, c'est comment on va questionner, par exemple, les enjeux de mixité filles-garçons dans les activités, dans les espaces, comment on va aussi travailler sur la question des violences entre enfants, à la fois sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, ou encore l'acceptation des différences. Mais l'enjeu, c'est que tous ces éléments-là, ils sont connus de l'ensemble des personnes sur lesquelles on travaille au quotidien. Un animateur, un directeur, un enseignant, un parent d'élève, tous ces éléments, toutes ces personnes ont cette connaissance des enjeux, mais le véritable enjeu derrière, c'est de le formaliser pour pouvoir se donner une action directrice commune sur le vivre ensemble. Et puis c'est aussi surtout évaluer collectivement ce que l'on peut faire ensemble à cette échelle. Un PEDT, évidemment, c'est l'objectif central, c'est la participation de tout le monde. On vous présente ici un objet qui est l'échelle de la participation, qui est un outil intéressant pour évaluer la manière dont on va animer des temps et de savoir où est-ce qu'on se situe sur cette échelle de la participation. Est-ce qu'on est sur un niveau qui est plutôt d'information, c'est-à-dire qui ne sollicite pas une participation particulière du public? Est-ce qu'on est sur une consultation où on va interroger les besoins, mais sans forcément donner une place dans la résolution des problèmes? Et ensuite les niveaux qui sont supérieurs sur la concertation ou la codécision. Mais je trouve que cet objet-là, il est intéressant pour construire un peu la méthode d'animation qu'on va chercher en fonction du niveau de participation qui est demandé à chacun. Et je pense par exemple à la fin de chaque animation qu'un animateur va pouvoir faire avec les enfants, au début ou à la fin de chaque animation qu'on peut faire avec les enfants, c'est quel est le niveau de participation qu'on va solliciter des enfants dans la réalisation de cette animation. Et enfin, alors là, je me suis inspiré assez librement d'une expérience que j'ai vue dans le département. Alors, nous avons des personnes ici qui pourront en parler sans doute mieux que moi, mais c'est comment faire en sorte qu'on s'approprie des objectifs éducatifs et surtout par des enfants. Et des jeunes étudiants en communication nous avaient présenté des cartes de super-héros avec des pouvoirs qui étaient liés aux objectifs éducatifs du PEDT, ce qui permet en fait de faire en sorte que les enfants s'approprient, comprennent via des images et des messages clairs, quels sont les objectifs éducatifs et qu'est-ce qu'on va essayer de travailler tout au long de l'année.
L'exemple que vous avez là, c'est une petite réalisation faite un peu brièvement avec intelligence artificielle, qui est une incarnation un peu théorique. Mais avec ces outils-là, en fait, et puis avec un travail collectif, on peut arriver à rendre un objectif éducatif tel que favoriser la citoyenneté des enfants avec des objets concrets et compréhensibles par tout le monde. Et dans ce sens-là, ça permet véritablement d'avoir un véritable travail tout au long de l'année autour d'objectifs éducatifs. Et ça en amène aussi à travailler sur ce qu'on appelle la méthodologie des compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une compétence qu'on va formaliser, qu'on va permettre à tout un chacun de bien s'approprier. Tout l'enjeu, encore une fois, c'est le vocabulaire qu'on va mettre et la méthodologie qu'on va appliquer autour de cet objectif. C'est à moi. Autre chose, Arnaud? C'est bon. Compléter. Et maintenant, on va vous parler des différents outils que vous pouvez utiliser. Alors, à commencer par le panorama du PEDT et des projets. C'est un outil qu'on avait présenté lors de la rencontre des PEDT, du PEDT au projet pédagogique. Donc, l'idée, c'est avec un jeu de cartes et du papier fresque, de réaliser une espèce de fresque des différents projets autour des temps de l'enfant. Donc à l'intérieur, on a la CTG, le PEDT, les projets éducatifs, les projets pédagogiques, les projets d'école. Et on a des cartes du coup avec les projets, des cartes avec les différents acteurs qui interagissent autour de ces projets. Et du coup, c'est un atelier qui peut durer 1 à 2 heures. L'idée, c'est de pouvoir faire une espèce de cartographie de tout ça pour arriver à comprendre les enjeux, les différentes articulations possibles et les différents acteurs. Voilà, c'est un outil qu'on vous mettra sur le digipad. Si vous souhaitez aussi, on peut venir l'animer sur vos structures. Ça permet notamment aux parents ou alors aux animateurs même de comprendre un peu tous les enjeux de ces différents projets. Vous avez le Vademecum pour animer un projet éducatif de territoire qui a été fait en Indre-et-Loire par un collectif d'acteurs éducatifs. On s'en est beaucoup servi pour la préparation de ce webinaire. À l'intérieur, voilà, vous avez vraiment une vision globale du diagnostic, participation, gouvernance, évaluation. Vous avez différentes fiches concrètes. Vous avez des schémas. Vous avez des fiches pratiques aussi, avec des tableaux d'évaluation. Voilà, c'est vraiment un outil qui peut vous servir dans l'animation de votre PEDT, en tout cas pour avoir une vision globale des choses. Autre chose sur cet outil, autre chose à rajouter? Oui, et puis surtout, il fait aussi le lien sur les différents niveaux de participation, c'est-à-dire que c'est pas simplement sur l'animation d'un comité de pilotage, mais c'est aussi avec des exemples concrets d'animation qui ont été faites auprès des enfants. Donc voilà, comment toute la communauté éducative peut s'emparer avec des exemples concrets d'un PEDT. Ensuite, on a un outil d'animation pour mettre en œuvre la participation. Alors cet outil, je remercie Vanessa Zucconi qui me l'a transféré, et il est aussi question de cet outil dans du coup le Vademecum d'Indre-et-Loire. C'est un outil qui est assez intéressant parce qu'il propose de nombreux outils pour collecter cette participation, mais surtout l'idée c'est de pouvoir avoir des outils en fonction de ce qu'on veut faire. Donc il y a une espèce, donc vous voyez sur la gauche, donc pour chaque outil, il y a une présentation des objectifs, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut tirer, on est aussi sur quelle échelle de participation. On parlait tout à l'heure d'information, de concertation, de co-construction. En fonction de notre objectif, du coup, il y a chaque outil qui est différent et qui est adapté. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment très accessible. Les fiches sont assez détaillées et ça permet vraiment de travailler sur chaque stade différent de participation. On a fait le tour pour ça. Voilà. On a fait le tour de cette présentation, il nous reste 5 minutes, donc en plus on est dans les temps, ce qui est absolument merveilleux.
L'objectif, si on reprend un petit peu le nuage de mots initial que vous nous aviez partagé, alors évidemment, malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour réussir à faciliter les réunions avec les agendas chargés de l'ensemble des parties. Mais l'objectif, c'est surtout de se dire, certes, on n'a pas cette baguette magique pour que tout le monde soit autour de la table en même temps, mais c'est avec ces différents outils qu'on vous a partagés, c'est cette question de la gouvernance un peu décentralisée aussi. C'est comment, même si on n'est pas tous en même temps autour de la même table, mais comment on arrive tous à s'emparer de ce qui s'y passe et du coup à échanger collectivement autour des enjeux du PEDT. C'est aussi ça un des enjeux. Donc voilà, la méthodologie, c'est que chacun puisse déjà comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir y participer en fonction de son temps et de sa capacité à s'y investir à un temps donné. Voilà, donc on vous remercie. Sur les différentes actualités. Alors, pour la cave des Alpes-Maritimes, il y a une nouvelle aide qui est mise en place pour le BFD, pour les 18-25 ans. Donc, du coup, c'est une aide sans condition de revenu. Il faut que les personnes soient soit eux, soit leur famille allocataires de la CAF. Il y a une aide de 350 € pour la formation générale et de 200 € pour la formation de perfectionnement. Attention, par contre, cette aide, du coup, elle est vraiment individuelle et proposée aux jeunes. Ça ne peut pas être une aide complémentaire avec la participation d'une commune au financement du BFD. Voilà. Attention à ça. Nous pourrons mettre la plaquette de la CAF dans le Padlet, de manière à ce que chacun et un site. Voilà, et puis faire le lien vers le site de la CAF, afin que tout le monde ait cette information, puisse la retrouver. La prochaine rencontre des coordinateurs PEDT aura lieu le 19 mai au Musée national du sport et aura pour thématique les parcours de santé éducatifs. Voilà, on vous y attend nombreuses et nombreux. Les invitations Save the Date partiront très prochainement. Et enfin, le prochain webinaire aura lieu le 6 juin et la thématique sera la pause méridienne. Le 9 juin, pardon. Le 9 juin et la thématique sera la pause méridienne. Voilà, avec un sujet pour lequel on a beaucoup de matière. Et qu'on doit condenser en 1h30. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre mot pour conclure? Et je vais vous mettre en ligne du coup le sondage d'évaluation de ce webinaire. Et je vous remercie pour cette participation. Votre participation, pardon. Encore un merci à Valbonne et un merci à tout un chacun.